Une partie de la police serait-elle de mèche avec les néo-nazis? Un scénario qui replongerait la Grèce dans les pires heures de son histoire. Le coup d'État des colonels en 1967 avait en effet été préparé de longue date par des militaires et des policiers travaillant en sous-main avec des groupes d'extrême droite. Nous avons enquêté sur les liens entre une partie de la police et l'Aube dorée. Un homme est mort à Athènes, un inconnu. Des milliers de personnes assistent à ses funérailles. À gauche, sa fille, Amy. 3 jours plus tôt, le 4 avril 2012, l'homme s'est tiré une balle dans la tête ici, sur cette place Syntagma, devant le Parlement grec. Dimitris Christoulas avait 77 ans. Pharmacien à la retraite, ayant travaillé toute sa vie, il avait du mal à boucler ses fins de mois avec sa modeste pension, qui avait été amputée de 30% en 3 ans. Si des milliers de personnes assistent aux obsèques, c'est parce qu'ils ont pris connaissance de la longue lettre qu'il a laissée pour expliquer son geste. Sa fille, Amy, nous montre la lettre d'adieu de son père. Voilà, la lettre. La lettre et les photos. Oui. D'accord. Je ne trouve pas d'autre solution qu'une fin digne, avant de me mettre à fouiller les poubelles pour me nourrir. Je crois qu'un jour, les jeunes prendront les armes et pendront par les pieds les traîtres à la nation que sont nos gouvernants, comme les Italiens l'ont fait avec Mussolini en 1945. Quand vous avez trouvé la lettre, qu'est-ce que vous avez ressenti? Je Je me suis dit 2 choses en même temps. Que c'est dur pour moi, mais que c'est grandiose d'un point de vue politique. Est-ce que ce suicide est un appel à la révolution? Évidemment, c'est un appel à la révolte. Il appelle le peuple à se révolter. Une révolte politique, une révolte sociale, pour un changement radical de société. Retour aux funérailles. La lettre d'adieu, rendue publique par les médias grecs juste après le suicide, fait l'effet d'une bombe. L'appel à la révolte contre le gouvernement et les politiques d'austérité est entendu. Spontanément, la foule improvise une manifestation. En début de soirée, les esprits s'échauffent. Le deuil fait place à l'émeute. Le suicidé de la place Syntagma est devenu une icône en Grèce. Le symbole d'un pays à bout, entre dépression, rage et révolte. Un peuple épuisé par les politiques d'austérité, monté de l'extrême droite comme de l'extrême gauche, affrontement de plus en plus violent entre les 2 camps, un cocktail détonnant pour un pays au bord de l'implosion. En 4 ans de politique d'austérité, les Grecs ont perdu la moitié de leur pouvoir d'achat et le chômage touche 27% de la population, 60% des jeunes, un record en Europe. Et 40% des 11 millions de Grecs n'ont aucune couverture sociale. Et puis, phénomène nouveau, il y a les sans-abri. Ils sont à peu près 20 000 aujourd'hui
il n'y en avait pratiquement pas avant la crise. Léo, 64 ans, a passé 2 mois dans la rue. Il a fait des études et parle parfaitement français. Il peignait des icônes religieuses qu'il vendait dans le commerce et gagnait bien sa vie, environ 2 800 € par mois. Mais avec la crise, les clients se font rares et les revenus chutent. 2 000 € en 2008, puis 1 800, puis quasiment plus rien en 2010. Chaque mois, il y avait une grande baisse. Et le dernier mois où j'ai touché de l'argent, c'était 220 €. Puis, c'était fini. Racontez-moi le jour où vous avez dû quitter votre appartement. C'était un jour normal, c'était l'après-midi, on m'a sonné à la porte, on m'a dit aujourd'hui c'est le dernier jour, il fallait partir. Moi je dis non, demain c'est le dernier jour, non, aujourd'hui. Alors je fous le compte d'aujourd'hui. Et je foutais le compte, je foutais le compte, c'était ça. Expulsé de son appartement pour cause d'impayé en octobre 2010, Léo se retrouve à la rue sans rien, subsistant grâce à la charité publique. Voilà, ici c'est le demi-mètre carré où je passais les nuits quand j'étais sans abri, en essayant de dormir étant assis. Parce que quand on est assis, on a le réflexe un peu plus, disons, vite. En cas d'agression. Exactement, on peut se lever immédiatement. Quand on est couché, quand on est allongé, c'est pas facile. Mon repos, c'était pendant la journée. Pendant la nuit, j'essayais de dormir, mais j'étais toujours alerte. Après 2 mois dans la rue, Léo finit par s'en sortir en se faisant héberger et embaucher comme bénévole par une association d'aide aux sans-abri, Climaka, située ici dans ce quartier populaire d'Athènes. Cette file d'attente, ce sont des sans-abri qui viennent pour la distribution de nourriture. À l'intérieur, Léo est chargé de la distribution des plateaux repas. Plusieurs dizaines de personnes sont là. Des victimes de la crise qui étaient insérées socialement et qui ont perdu leur emploi. Et en perdant leur emploi, ils perdent tout. Au bout d'un an de chômage, les Grecs ne perçoivent plus aucune allocation de l'État et n'ont plus de couverture sociale. La chute peut être très rapide. Ce sont des gens qui avaient un boulot, mais ils ne peuvent plus gagner leur vie, à part eux-mêmes. Et ils ont besoin d'un soutien. Et le soutien, c'est 1, 2, 3, 4 repas par semaine. C'est pas du tout les sans-abri traditionnels, alors? Non. C'était des personnes qui gagnaient de l'argent, qui pouvaient payer leur loyer, qui pouvaient acheter leur alimentation, vivre. Ce sont des gens comme moi, comme toi, comme tous les autres. Ça peut arriver à tout le monde? Oui. Chez ces sans-abri d'un nouveau genre, c'est le désespoir et un sentiment d'abandon qui prédominent. Notre situation est dramatique, catastrophique. Il n'y a plus de travail, on vit dans la rue. C'est ça la situation de notre Grèce. C'est là qu'ils nous ont emmenés les politiques, tous ceux qui nous gouvernent. Merci beaucoup, bonsoir et bon courage. Ce désespoir, cette défiance vis-à-vis des politiques, s'est traduite dans les urnes. Les extrêmes triomphent. Au printemps 2012, la coalition de la gauche radicale fait 27% des voix aux élections législatives. À l'extrême droite, c'est un petit groupuscule aux sigles étranges rappelant vaguement la croix gammée qui tire son épingle du jeu. Comme d'habitude, grâce à une campagne violemment hostile aux 700 000 immigrés de ce petit pays de 11 millions d'habitants. Le soir des législatives, au siège du parti Aube Dorée, c'est la liesse. Le mouvement a fait 7% des voix et fait son entrée au Parlement avec 21 députés.
Un exploit pour une formation qui ne rassemblait que 0,29% des suffrages aux élections de 2009. Le programme de son leader est ouvertement xénophobe. Nikos Mihaloliakos, le chef et fondateur du mouvement, éructe contre les étrangers. Tous les immigrés illégaux hors de mon pays, hors de ma maison. Et comment vous allez faire? Vous allez voir. 7% des voix pour un mouvement xénophobe, 14% d'intention de vote dans les derniers sondages, ce qui en ferait le troisième parti du pays. Les Grecs sont sous le choc. Car ici, tout ce qui ressemble de près ou de loin à l'extrême droite ravive de douloureux souvenirs historiques. Il y a près de 70 ans, après l'occupation nazie, la Grèce a connu une terrible guerre civile. D'un côté, les forces de droite et d'extrême droite soutenues par les Américains, et de l'autre, l'armée populaire de libération, c'est-à-dire les communistes et la gauche révolutionnaire, soutenue par les soviétiques. Les forces de droite l'emporteront au prix de massacres épouvantables, 150 000 morts entre 1945 et 1949. 18 ans plus tard, en 1967, coup d'État de l'extrême droite. Une junte militaire prend le pouvoir. C'est la dictature des colonels. Les militants de gauche sont pourchassés, emprisonnés, torturés. Le régime perdurera jusqu'à 1974. Dans ce contexte, la montée de l'Aube dorée provoque mobilisations et colères. Les plus virulents, ce sont les anarchistes. Les anarchistes. En Grèce, ils sont très puissants depuis une quarantaine d'années. Ils sont la partie la plus dure de cette gauche radicale qui rassemble entre 25 et 30% des intentions de vote. À peu près toutes les semaines, ils défilent contre l'extrême droite. Une stratégie de harcèlement. Dans cette semaine de février 2013, nous avons dénombré pas moins de 4 manifestations. Lors des défilés, le spectre de la guerre civile de 1945 revient à la surface. Incroyable, des jeunes d'à peine 20 ans scandent des slogans à la gloire de l'armée populaire de libération. C'étaient les forces de gauche lors de la guerre civile, il y a près de 70 ans. Les anarchistes se veulent les ennemis irréductibles du fascisme, les résistants les plus intransigeants. Est-ce que tu as peur que le fascisme arrive au pouvoir en Grèce ou que la société devienne de plus en plus fasciste? C'est une possibilité. C'est un danger, mais il y a une grande résistance du peuple. Dirais-tu qu'il faut éradiquer les fascistes? Oui. C'est ce que n'importe quel être humain voudrait faire face à un nazi. Parce que ce sont des néo-nazis. Ok. Un parti néo-nazi, l'Aube dorée, les dirigeants s'en défendent. Mais l'histoire du mouvement, faite de brutalité et de violence, ne plaide pas pour eux. Créé au début des années 80 par l'actuel leader Nikos Mihaloliakos, le groupuscule, alors quasi inconnu, a défrayé la chronique en 1998. Le numéro 2 de l'Aube dorée de l'époque, Antonis Androutsopoulos, a été accusé de tentative de meurtre après le bastonnage en règle de cet homme, chef du principal syndicat étudiant de gauche à l'époque. Cet ancien étudiant d'extrême gauche, nous l'avons retrouvé. Le 16 juin 1998, il est ici, sur cette place, autour d'un café, avec d'autres étudiants d'extrême gauche, quand soudain un groupe de gros bras menaçants s'approche d'eux. Il y avait un groupe de 10 gens qui sont venus en ordre l'un derrière l'autre,
armés avec des bâtons. L'un de mes collègues a dit merde, on est foutu. Le temps de réaliser ce qui s'est passé, j'ai eu le temps de voir quelqu'un qui m'a montré du doigt, qui disait c'est celui-ci. Puis le prochain souvenir que j'ai, c'était dans la salle de réanimation. Atteint d'un grave traumatisme crânien, Dimitris Koussouris subit 2 opérations au cerveau et échappe de peu à la mort. Mais il a eu le temps de reconnaître l'un de ses agresseurs. Vous avez reconnu formellement une personne qui vous montrait du doigt. C'était qui cette personne? C'était Androutsopoulos, qui était, selon toute évidence, le chef de cette petit groupe-là. Le passage à tabac était donc mené par Antonis Androutsopoulos, à l'époque le numéro 2 de l'Aube dorée. Après 7 ans de cavale, il s'est rendu en 2005 et a été condamné à 22 ans de prison pour tentative de meurtre. Depuis 2010, il est en liberté conditionnelle. Nous l'avons retrouvé. Il a depuis rompu avec ses anciens camarades du parti. En Grèce, il est un peu devenu un mythe. Il n'a jamais parlé à la presse et se cache des journalistes. Il se dit innocent de la tentative de meurtre pour laquelle il a été condamné, invoquant une fumeuse théorie du complot. Ma culpabilité a été fabriquée. Il y avait une cabale contre moi depuis quelques mois déjà. Les Israéliens étaient contre moi. Les partis de gauche, les journalistes gauchistes, ils demandaient tous ma tête. Androutsopoulos a adhéré au parti dès sa création en 1982. L'idéologie était alors très claire. Nous étions nationaux-socialistes, c'était très clair. Et M. Mihaloliakos, est-ce qu'il admirait Hitler? Bien sûr, à l'époque c'était sa vision du monde. Mais ce serait injuste de l'accuser lui tout seul. La plupart d'entre nous étions pour Hitler. On ne s'en cachait pas, on était très clairement nationaux-socialistes. Effectivement, l'idéologie du parti ne fait guère de doute au vu de sa littérature. En 1987, Mihaloliakos, le fondateur de l'Aube dorée, écrit dans la revue du parti un éditorial au titre évocateur « Hitler pour Milan ». Le texte fait clairement l'apologie du nazisme. Nous sommes les soldats fidèles de l'idée nationale socialiste. La conclusion est sans équivoque « Heil Hitler ». Et cette idéologie est toujours d'actualité, ou presque. Jusqu'à 2009, le parti éditait encore des textes faisant l'apologie du Troisième Reich et proposait à la vente dans son magazine des articles nazis. Encore aujourd'hui, l'Aube dorée est un parti extrêmement violent. Dimitris Stratoulis en a fait les frais. Il est député de Syriza, le parti de la gauche radicale, la principale formation d'opposition. Le 16 décembre 2012, alors qu'il vient d'assister à un match de foot, il est sauvagement agressé par des inconnus se réclamant de l'Aube dorée. Ils m'ont dit « Aujourd'hui, tu vas mourir ». Et ils ont commencé à me frapper avec des coups de poing sur la tête. Tout de suite, j'ai crié « Stratoulis, député de Syriza, l'Aube dorée me frappe et veut me tuer ». Il y a eu tout de suite des gens qui se sont rassemblés, qui étaient à 10, 20, peut-être 30 mètres. Ils ont fait bouclier et ils m'ont protégé. Ils les ont virés. Ce que mes agresseurs m'ont dit, c'était « On est de l'Aube dorée, on va te frapper et aujourd'hui tu vas mourir. » Parce qu'on est en guerre civile. Dimitris Stratoulis a déposé plainte pour tentative de meurtre. L'Aube dorée se considère-t-elle en guerre civile, comme l'ont dit les agresseurs du député Stratoulis? Au sein du parti d'extrême droite, certains responsables l'assument totalement. Ilias Panayotaros, député, le déclarait sans ambiguïté à la BBC fin octobre 2012. Bien sûr, nous sommes en guerre.
La société grecque est prête au combat, à une nouvelle guerre civile. D'un côté, il y aura les nationalistes comme nous, et de l'autre côté, les immigrés clandestins et les anarchistes, et tous ceux qui ont détruit la Grèce. Bienvenue à Exarchia, le quartier des anarchistes. En plein cœur d'Athènes, le bastion des contestataires. Ici aussi, on se sent un peu en guerre. Pas un militant de l'Aube dorée ne peut mettre les pieds dans le quartier et les policiers y pénètrent très rarement. Les caméras ne sont pas les bienvenues et pour pouvoir filmer, il faut gagner la confiance des habitants. Yanis, un militant anarchiste de 28 ans, habite ici, au cœur de cet îlot antifasciste. Bon, on va aller chez moi. C'est un peu le bordel, mais vous êtes les bienvenus. Yanis vit en colocation avec des camarades dans un appartement de 80 mètres carrés. Voilà, c'est ici. C'est un appartement un peu spécial. Beaucoup de gens viennent ici. On appelle ça un appartement social. Combien de personnes vivent ici? Ça dépend, entre 6 et 15. On a souvent des camarades qui viennent de l'étranger, ou des amis qui viennent passer une nuit ici, ou des gens qui n'ont nulle part ailleurs où aller. Pour Yanis, en Grèce, la guerre civile est déjà là. Moi, j'appelle ça une guerre civile de basse intensité. Il y a quelque chose comme ça. On le ressent dans l'ambiance générale. On a eu une guerre civile en Grèce en 1945 et ça ne s'est jamais vraiment arrêté. C'était juste caché par le mirage de la société de consommation. Et maintenant que tout ça a disparu, ça revient à la surface. Et est-ce qu'il y a un risque d'une vraie guerre civile? Si l'Union européenne ne fait rien, je crois que la guerre civile est proche. Peut-être dans 2 ou 3 ans. S'il n'y a aucune intervention extérieure et si la situation ne change pas, c'est le scénario le plus probable. Et s'il y a une guerre civile, est-ce que tu y participeras? Tu prendras les armes? Ah oui, sans aucun doute. Je suis militant politique depuis la fin de mon adolescence. Et depuis ce moment-là, j'ai été opprimé pour mes idées. Je connais ceux qui m'ont opprimé, ce sont les fascistes. Et si on se rencontre dans la rue et qu'il faut se tirer dessus, je n'hésiterai pas. En Grèce, on n'en est pas encore à se battre militairement. Mais les attentats commis par des groupes se revendiquant de l'anarchisme se multiplient. Le plus souvent avec de petits engins incendiaires, mais parfois avec de vraies armes de guerre. Le 14 janvier 2013, en pleine nuit, le siège du principal parti de droite, Nouvelle Démocratie, a été mitraillé à la Kalachnikov. Aucune victime, mais l'avertissement est sérieux. Je ne peux pas condamner un tel acte, parce que finalement, je crois que c'est l'État et sa politique qui donnent aux gens des raisons de prendre les armes. Mais d'un autre côté, je ne peux pas dire non plus que j'approuve, parce que je ne vois pas bien où cela mène. Chaque fois qu'un groupe attaque l'État avec les armes, tout ce qu'on obtient en général, c'est plus de répression policière, plus de lois antiterroristes. Enfin bref, ça ne mène nulle part. Dans cette guerre civile qui ne dit pas son nom, les premières victimes, ce sont les plus vulnérables, les immigrés, la cible de l'Aube dorée. Accusés de tous les maux, de prendre du travail aux Grecs, de propager des maladies, de s'adonner à tous les trafics. Contre les étrangers, les méthodes de l'Aube dorée sont pour le moins expéditives. Ici, devant la caméra d'un journaliste local, à une centaine de kilomètres d'Athènes, des militants du parti se prennent pour une milice et contrôlent les papiers des marchands étrangers.
Et tant pis pour ceux qui ne sont pas en règle. Parmi les gros bras, un député de l'Aube dorée. Il assume. On a repéré des clandestins qui essayaient de vendre leurs marchandises sans autorisation. Alors on a fait ce que l'Aube dorée devait faire. Mais il y a plus grave que ces démonstrations musclées. Selon les associations antiracistes, des sympathisants d'extrême droite se livrent à de véritables ratonnades. Javied Aslam est un des responsables de l'association antiraciste Kerfa. Il ne reconnaît plus cette Grèce accueillante où il est arrivé en provenance du Pakistan il y a 15 ans. Avant, il n'y avait pas d'agression raciste ici. La Grèce était un pays très hospitalier, des gens super. Mais ces 3 dernières années, les agressions racistes se sont multipliées. Ça s'est surtout aggravé depuis les dernières élections législatives, il y a à peu près 8 mois. Oui, c'est-à-dire quand l'Aube dorée a eu ses succès électoraux. Oui. C'était une période, il n'y avait pas une journée sans agression. Partout, il y avait la terreur. Et personne ne pouvait les arrêter. Il y a même eu une journée où on a eu 50 blessés. Javied Aslam a recensé 500 attaques en 6 mois. Des agressions parfois très graves. Tentatives d'égorgement, doigts écrasés, oreilles coupées, et cet homme, lacéré à coups de couteau. Apparemment une ébauche d'inscription, XA, les initiales de Chrysiavgi, l'Aube dorée en grec. Au siège de Chrysiavgi, l'Aube dorée, c'est porte close. Depuis le mois de novembre 2012, le parti, accusé par la presse d'inciter à la haine raciale, a verrouillé sa communication. Plus question de rencontrer le moindre journaliste, grec comme étranger. Nous sommes place de l'Amérique à Athènes, un quartier à forte population immigrée. Ici, c'est la guerre des tags, croix celtique, symbole de l'extrême droite, contre inscription antifasciste. Certaines sont même en français. Les immigrés vivent dans la peur des incursions de l'Aube dorée. En principe, c'est ça. Nous sommes fatigués ici, aidez-nous. Il faut communiquer. Seulement la presse qui peut nous aider. Psychologiquement, on a peur en permanence. On n'est pas tranquille maintenant. Ouais. Je suis là, dans ce pays-là, ça fait 10 ans. Je n'ai jamais vu ça. Ah oui. J'ai jamais vécu ça. Qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent là? Ils agressent les gens. C'est la tragédie maintenant, c'est tout le monde. Mais ils sont dangereux vraiment? Ils sont très dangereux. Il y en a certaines qui marchent avec l'arme blanche, l'arme noire, oui. Ouais. Donc il y a tout ça. Et tu peux même marcher sur la route, il y en a certaines qui ont l'aspire, ils sont sur le 2e, 3e étage. Ah on bon? te vise en bas et on te cogne. Ah oui? Ah oui. On ne peut pas sortir au-delà de là, de ce quartier-là. Ouais. On ne peut pas s'aventurer au-delà de là où se trouvent beaucoup d'immigrés. Vous voyez la route là, là où on appelle Aharnoun. Vous voyez là-bas? C'est là-bas la frontière. À partir de 22h, il t'est interdit, toi, noir, de franchir de l'autre côté. Pourquoi? Et les gars et les racistes, ils sont de l'autre côté. On te tabasse facilement. Oui. Ouais. Effectivement, derrière la frontière invisible que n'osent plus franchir les immigrés, les incidents se sont multipliés depuis les succès électoraux de l'Aube dorée. Jean Albert est un immigré du Burkina Faso. Il a été témoin de plusieurs attaques racistes et il est aujourd'hui terrorisé. Et vous pouvez me dire pourquoi vous ne voulez pas qu'on voit votre visage? Parce que c'est trop risqué. Ici, il y a les fascistes qui marchent un peu partout, donc quand ils voient mon visage, ils vont me repérer après. Vous avez peur des représailles? Oui, bien sûr.
Ici, c'est une boîte camerounaise, c'est fermé à cause des fascistes. Parce qu'ils sont venus s'encaparer, ils ont gâté tout ici. Et donc c'est fermé maintenant? C'est fermé maintenant. À cause de ça? À cause de ça, juste à cause de ça. D'accord. Et voici, c'est le centre tanzanien où les fascistes sont venus. Ils ont cassé tout ici. Ce centre communautaire tanzanien a été attaqué le 25 septembre 2012. Cette vidéo a été tournée par les agresseurs eux-mêmes. Des riverains trouvaient le lieu trop bruyant. Alors, avec l'aide de membres de l'Aube dorée, ils montent une petite opération coup de poing. Ils commencent à dégrader l'entrée du bâtiment, puis cassent la devanture. Et pour fêter cette brillante victoire contre l'étranger, les assaillants entonnent l'hymne national. Dans le quartier, le moindre immigré qui traîne est harcelé. Voici ce qui reste du centre tanzanien après le passage des agresseurs. Ça a duré longtemps? 1 heure et quelques, hein. Ils étaient là, oui. Et là, c'est fermé maintenant? Oui, bien sûr, c'est fermé parce que, quoi qu'il en soit, un jour encore, ils vont revenir. C'est la raison pour laquelle ils sont quittés ici, ils ont cherché une autre place. Nous entendons parler de l'attaque du centre tanzanien. Une riveraine nous interpelle. Chacun voit les choses à sa façon, hein. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi je dis ça? J'habite là-haut, moi. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? On ne pouvait pas dormir la nuit. Voilà ce qui se passait. Pour quelle raison? Ils criaient tout le temps. Ils étaient dehors et ils criaient. Mais du coup, vous êtes contente qu'il ait fermé ce centre? Bien sûr que je suis contente. J'arrive enfin à dormir. Et vous considérez que c'est une bonne raison pour venir casser cet endroit? Pas casser. On leur demandait de faire du silence depuis 4 ans. Allez-y, silence, faites pas de bruit. Et eux, ils s'en battaient les couilles. Qu'est-ce que vous pensez de l'Aube dorée? L'Aube dorée? Je m'en fous de l'Aube dorée. Je ne vote pas pour eux. Vous avez une bonne opinion d'eux? Ils font du boulot utile. Avant, j'étais communiste, mais j'ai changé. Je suis plutôt pour eux maintenant. L'intervention de la passante a refroidi Jean-Albert. Terrorisé, il met fin à l'interview. Je suis inquiet. Je voulais qu'on fasse vite parce que le fasciste peut me repérer. La riposte des anarchistes à l'attaque du centre tanzanien ne tarde pas. Yanis, militant antifasciste, nous montre une vidéo tournée par ses camarades. Le 30 septembre 2012, 5 jours après l'attaque, 200 anarchistes à moto prennent la direction du quartier de la place de l'Amérique, là où a eu lieu l'agression raciste. Une démonstration de force. On a décidé de défiler en moto dans ce quartier pour montrer aux immigrés qu'ils ne sont pas seuls face aux dangers fascistes. Les immigrés médusés acclament les manifestants. Mais quelques rues plus loin, tout dérape. Les anarchistes tombent sur des militants de l'Aube dorée. L'un des activistes d'extrême droite, cet homme à terre, s'est fait tabasser. Tu trouves que c'était légitime de tabasser ce type? Ça veut dire quoi, légitime? Écoute, le gars, il était en train d'essayer de casser le magasin d'un immigré. Il avait attaqué une dame seule dans la rue quelques jours avant. Alors oui, c'est plus que mérité. Après cette bagarre, les forces de l'ordre interviennent. Face à face tendu entre les anarchistes au premier plan et la police. C'est l'émeute.
La police lance bombes lacrymogènes et grenades assourdissantes. Ça, c'est probablement le début de la guerre. Et si rien ne change, on verra ça à plus grande échelle. « 15 anarchistes sont arrêtés au cours de ces affrontements. Et les policiers vont ouvertement prendre le parti des militants de l'Aube dorée. Les anarchistes interpellés sont détenus 5 jours ici, au siège central de la police à Athènes. Ce qu'ils racontent à leur sortie va faire l'effet d'une bombe. Ils affirment avoir été torturés et menacés. L'une des victimes diffuse sur Internet les photos de ses blessures. Hématomes sur la jambe et bras cassés. L'affaire provoque un scandale. Mis en cause devant le Parlement, le ministre de l'Intérieur nie toute bavure de la police. Σας προλέγω και θα το δείτε, διότι διεξήχθη έρευνα, ότι από τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που θα βγουν στη δημοσιότητα δεν θα υπάρχουν σε αυτούς οι οποίοι δήθεν βασανίστηκαν και οι οποίοι δεν καταγγέλουν, δεν μηνύουν και δεν μνημονεύεται το όνομά τους, δεν θα υπάρχει ούτε δείγμα ηλεκτροσόκ και δεν θα υπάρχει ούτε κάψιμο. Le ministre de l'Intérieur connaît à l'avance les résultats d'une enquête à peine lancée. Nous aurions voulu lui demander comment cela était possible, mais il a refusé toute interview. Contrairement à ces affirmations, les militants torturés ont porté plainte. Et depuis l'intervention du ministre, l'un d'eux a accepté pour la première fois de parler à visage découvert devant notre caméra. Les policiers l'auraient non seulement maltraité, mais ils auraient également fait part de leur sympathie pour l'Aube dorée et proféré des menaces inquiétantes. On a eu des menaces du genre « on va vous tuer, on va vous baiser, on va vous massacrer ». Maintenant qu'on a vos noms, vos photos et vos adresses, on va les envoyer à l'Aube dorée pour qu'ils passent faire un tour chez vous. Et les policiers, ils ont clairement parlé de l'Aube dorée, et en quels termes ? C'était très clair, du moins de la part du groupe qui nous a arrêtés. Très clair, comme je vous ai dit. Nous allons envoyer vos noms et vos adresses à l'Aube dorée. Ils les appelaient les gars ou nos amis. Ils disaient des slogans très politiques évoquant des batailles de la guerre civile grecque qui a opposé les gens de gauche et de droite après la Seconde Guerre mondiale. Dans la guerre que se livrent les anarchistes et l'Aube dorée, certains policiers auraient-ils choisi leur camp ? Une partie de la police serait-elle de mèche avec les néo-nazis ? Un scénario qui replongerait la Grèce dans les pires heures de son histoire. Le coup d'État des colonels en 1967 avait en effet été préparé de longue date par des militaires et des policiers travaillant en sous-main avec des groupes d'extrême droite. Nous avons enquêté sur les liens entre une partie de la police et l'Aube dorée. Première pièce à conviction, une vidéo qui montre clairement les sympathies xénophobes de certains corps d'élite de la police. Nous sommes en 2009, sur l'une des plus grandes avenues d'Athènes. Un défilé officiel des forces spéciales des gardes-côtes vire à la parade raciste contre les Albanais, traditionnel bouc émissaire de l'extrême droite. Des policiers scandant publiquement des slogans racistes et l'impunité totale ou presque. Seul un sous-fifre reconnu sur les images écopera d'une sanction disciplinaire. La hiérarchie et le reste de la brigade s'en tireront sans le moindre blâme. Plus grave, l'Aube dorée va parfois jusqu'à jouer le rôle de force supplétive de la police. Kostas Vaxevanis est journaliste d'investigation, directeur de l'hebdomadaire Hot Doc. Un de ses sujets d'enquête favoris, l'Aube dorée et son leader Nikos Mihaloliakos. Il a exhumé de vieilles images,
C'était en février 2008, une manifestation anarchiste à Athènes. On y voit très nettement des civils casqués et habillés de noir, prêter main forte à la police pour réprimer les manifestants. Comme vous voyez, il y a plusieurs mecs cagoulés, avec des casques de moto. Ils portent les uniformes noirs de l'Aube dorée. Ils ont des drapeaux dans les mains, des drapeaux grecs. Ils sont entre les lignes de la police. Les policiers sont à côté d'eux. Et ils sont dans une situation de guerre avec les anarchistes. Ces images, est-ce que ça veut dire que l'Aube dorée est une sorte de milice de la police? Oui, plusieurs fois, ils ont le rôle de force supplétive de la police grecque. Ils se trouvent au rassemblement, ils frappent des anarchistes, ils frappent ceux qu'ils considèrent comme ennemis. Et la police considère l'Aube dorée comme des alliés. Et apparemment, ce partage des rôles entre l'Aube dorée et une partie de la police est très ancien. Dès ses origines, le parti d'extrême droite jouait ce rôle de force supplétive de la police. Dimitris Koussouris, l'ex-étudiant d'extrême gauche qui a failli mourir tabassé par l'extrême droite il y a 15 ans, se souvient très bien du rôle de l'Aube dorée dans les années 90. L'Aube dorée, c'était un petit groupe de 300 militants, qui apparaissaient plutôt derrière les lignes de la police lors des manifestations contre les manifestants. Ils réprimaient avec la police contre les manifestants. Voilà, en tant que force auxiliaire, en fait, des forces de l'ordre, je veux dire, de CRS plutôt, lors des moments de tension. L'Aube dorée, force auxiliaire de la police pour réprimer les manifs. Nous avons retrouvé un policier toujours en activité. Il nous confirme anonymement avoir été témoin de tels faits. Il y a des vidéos où on voit des membres de l'Aube dorée réprimer les manifs de gauche avec la police. Vous avez déjà vu ça? Ça arrive souvent? Ça arrive. Je l'ai vu de mes propres yeux pendant des manifestations. C'est une réalité. Par exemple, si on veut casser une manifestation, on utilise des barbouzes de l'Aube dorée. Ces accusations graves sont confirmées par les services grecs eux-mêmes. En 2004, ce rapport de la Sûreté affirmait: l'Aube dorée a de très bonnes relations avec des officiers de police, à la retraite ou en activité. La police a approvisionné l'Aube dorée en matraques, radios et bâtons pour réprimer des manifestations gauchistes et anarchistes. Les membres de l'Aube dorée se faisaient souvent passer pour des citoyens indignés lors de ces manifestations et provoquaient les manifestants. L'Aube dorée a-t-elle été depuis le début une création de l'appareil sécuritaire, une structure clandestine pour faire le sale boulot? En tout cas, il y a des éléments troublants et les relations semblent très anciennes. Nikos Mihaloliakos, le chef et fondateur de l'Aube dorée, aurait même été indique des services secrets dès la création du mouvement au début des années 80. Nous nous sommes procuré ce document émanant des services secrets grecs. Il date de 1981 et liste les collaborateurs à rémunérer. En 10e position, Nikos Mihaloliakos, pour une somme de 120 000 drachmes mensuels, 350 €, le salaire moyen à l'époque. Pour Kostas Vaxevanis, journaliste d'investigation, une telle manipulation de l'extrême droite par le pouvoir est une réalité. Il est prouvé qu'une grande partie du milieu fasciste à l'époque a collaboré avec les services secrets. Pour la police, la collaboration avec les fascistes a un intérêt évident. C'est comme en Italie pendant les années 60 et 70, avec ce qu'on a appelé la stratégie de la tension. On utilise les fascistes pour créer des troubles. Et après, ces troubles justifient l'arrivée d'un pouvoir autoritaire. Nous aurions aimé interroger Nikos Mihaloliakos sur ses liens avec les services secrets, mais comme tous les membres de l'Aube dorée, il a refusé toutes nos demandes d'interview.
La police, les services secrets, voire l'État, auraient-ils volontairement laissé prospérer l'Aube dorée? Certains policiers le disent, comme cet officier. Toujours en activité, il s'exprime anonymement. L'appareil d'État, les services secrets, connaissaient parfaitement les moindres faits et gestes de l'Aube dorée depuis des années. Mais ils les ont laissés faire délibérément dans un but bien précis. L'État les maintient en réserve en cas de renversement du pouvoir. L'Aube dorée et l'appareil répressif seraient alors utilisés contre la gauche. L'autre policier qui avait évoqué le rôle de l'Aube dorée pendant les manifs confirme lui aussi. La police tolère largement les pratiques violentes de l'Aube dorée, et ce, à un niveau élevé. En fait, l'Aube dorée remplace parfois la police. Par exemple, sur le problème de l'immigration. L'Aube dorée règle le problème à sa manière, violente, et la police laisse faire. Après tout, quelqu'un fait le boulot à sa place, ça l'arrange. Pour moi, ce sont des choses inadmissibles. C'est grave qu'un parti dont les opinions d'extrême droite sont connues ait la sympathie des policiers. Du coup, cette complicité avec l'Aube dorée a renforcé la haine anti-flic des anarchistes. 6 décembre 2012, les anars et l'extrême gauche organisent une vaste manifestation antipolicière à l'occasion de l'anniversaire de la mort d'un adolescent tué lors d'une bavure. L'occasion de dénoncer la complicité entre fascistes et certains policiers. Une démonstration de force, ils sont à peu près 10 000. Est-ce que tu as peur du fascisme ici en Grèce? Pas trop, mais un peu quand même. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est rien. Et qu'est-ce que tu vas faire contre les fascistes? On sait très bien quoi faire. L'histoire a montré ce qu'il fallait faire. En début de soirée, la manifestation prend la direction d'Exarchia, le quartier anarchiste. Des petits groupes de manifestants commencent à provoquer la police et incendient des poubelles. Nous allons à Nosotros, le QG des anarchistes d'Athènes, où nous avons un dernier rendez-vous avec Yanis. Au bout de quelques minutes, c'est la plus grande confusion. Apparemment, une émeute a éclaté dehors. Ouvre cette putain de porte, que les gens puissent rentrer. Allez, ouvre. Dis-leur qui veut entrer maintenant et après fermer la porte. Vas-y, fais-le. On laisse rentrer les gens et après on ferme la porte. Il y a une émeute dehors? Oui, il y a des gaz lacrymogènes. Et l'an dernier, la police anti-émeute est entrée ici et on n'a pas envie que ça recommence. La télé grecque retransmet en direct des images d'émeutes. Et ça se passe où, là? Dans la rue, juste à côté. C'est pour ça qu'on a fermé. Faut aller sur le toit, là-haut, vous pourrez bien filmer. Tout le monde est là-haut. Sur le toit, les anarchistes observent le début des affrontements et insultent copieusement la police. Συχάματα της κοινωνίας είστε ρε συχαμένοι, βρωμιάριδες, πατσαβούρες, ρουφιάνοι δοσύλλογοι. Για 800 ευρώ δίνετε τις κολοτρυπίδες σας ρε γαμημένοι, γαμημένοι. Για 800 ευρώ τους δίνετε τις κολάρες σας, γαμημένοι βρωμόπουστοι. Άτε κολοτρυπίδια.
La tension monte d'un cran. Caillassage et lancer de cocktails Molotov. Le patron de l'hôtel d'en face craint pour son établissement, mais c'est aux policiers qu'il s'en prend. Les affrontements deviennent de plus en plus violents. Gaz lacrymogène contre cocktail Molotov. L'émeute durera jusqu'à 1h du matin. Des affrontements de rue comme celui-ci sont banals en Grèce. Après 5 ans de politique d'austérité imposée par l'Union européenne et le FMI, la Grèce menace de sombrer dans le chaos. Le 5 octobre 2012, le Premier ministre Antonis Samaras a comparé la situation de la Grèce à l'Allemagne des années 20 et 30, celle qui a précédé le nazisme. On n'en est pas encore là, mais la Grèce d'aujourd'hui est dans un état de guerre civile larvée. Une guerre pour l'instant silencieuse et sans armes. Jusqu'à quand ?